Bonjour et bienvenue dans Café sur scène. Aujourd'hui, je suis au Casino de Paris et j'ai l'immense joie de recevoir l'humoriste Djal pour son nouveau spectacle En pleine conscience. Bonjour Djal. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Ravi aussi. En plus, on est dans un beau décor au Casino de Paris, c'est vraiment magnifique. On a choisi de faire l'interview là, ça change un peu. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Voilà. Bon, je suis en Airbnb, on va dire. Tu es en Airbnb, effectivement, puisque tu joueras ton nouveau spectacle En pleine conscience ici au Casino de Paris du 24 au 26 octobre. Et tu es en tournée dans toute la France. Bon, l'européen aussi, mais c'est déjà complet. C'était déjà complet et puis on s'est amusé, on est revenu à Paris, on a mis un pied à Paris à l'européen, puis on va mettre deux grands pieds ici au Casino de Paris, qui est ma salle fétiche, qui est ma salle coup de cœur, quoi. Donc voilà, je suis un artiste heureux et comblé. Alors Djal, tu es comédien, acteur, scénariste, humoriste d'origine marocaine. Tu as grandi en banlieue, c'était en banlieue parisienne ou... Banlieue parisienne, oui, exactement. D'accord. 94. Alors tu dis souvent l'ONU. Ouais, l'ONU, parce que L'ONU. mon quartier, c'était un peu toutes les communautés représentées. Cosmopolite. Et puis, cosmopolite et voilà, multiculturel, multi-ethnique, de tous les horizons, quoi. Quel cliché a pu t'énerver quand on parlait des banlieues parfois, Non, il y a toujours des clichés sur les banlieues, c'est toujours le même truc. Quand on parle des banlieues, on parle toujours du côté négatif. Hein. C'est vrai qu'il y a des côtés négatifs, c'est les banlieues, qui sont malheureusement, voilà, où on entasse, on va dire, un peu la misère de Paris ou la misère de la banlieue parisienne. Mais il s'y passe de belles choses parce que c'est des gens qui veulent venir travailler, qui veulent vivre, qui veulent construire aussi la France, qui sont là pour faire vivre leurs enfants, leurs proches. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais pour moi, c'est un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Alors, vous êtes une grande famille et en plus tes parents étaient famille d'accueil. Ouais, c'est ça qui est formidable. Donc, il y avait toujours beaucoup de monde chez toi. Ouais, et moi je l'avais complètement oublié. Ça, c'est un ami qui me l'a rappelé malheureusement au décès de mon père et j'en parle sur scène. Et c'est vrai que mes parents étaient famille d'accueil. Mon père a toujours accueilli, ma mère a toujours accueilli. Elle a accueilli d'abord les gens de ma famille qui étaient un peu perdus, qu'il fallait aider. Et ils l'ont beaucoup fait pendant toutes ces années où je vivais avec eux. Et puis ensuite, je les ai vus accueillir des gens de nulle part, des gens que je connaissais pas, des migrants. C'est des gens de cœur. Ouais, c'est mon père et ma mère m'ont appris ça, quoi. À toujours savoir donner, quoi. C'est ça. Donner, et puis voilà. Et mon père il dit tu donnes et tu verras, la vie te rendra, la vie te le rendra. Et il avait raison. Et après, ils sont devenus famille d'accueil. Ils ont accueilli tout le monde sans distinction de couleur, de religion, enfin voilà. Et voilà, et donc c'est pour ça que ce spectacle il ressemble beaucoup à ce qu'étaient mes parents. Tu es l'aîné d'une famille de 7 enfants. Alors c'est pas trop dur cette place, on doit être un peu un modèle. C'est la place de celui qui prend plus de claques, quoi. C'est vrai. C'est toujours plus dur d'être le premier. C'est toujours plus dur. Mais oui, voilà, c'est une autre vie, maintenant c'était une autre vie, mais voilà, j'ai beaucoup appris. Et puis même si mon père était dur à cette époque-là, c'est mon héros, quoi. Mon père, ça restera toujours mon héros. Tu en parles beaucoup. Oui. Et donc voilà, j'en parle avec beaucoup d'humour, c'est un peu ma thérapie, comme je dis sur scène. Hein. Je vais payer les gens pour qu'ils assistent à ma thérapie. Je vais pas vous mentir, hein. Moi, au niveau éducation, c'est pas j'ai eu une éducation là dure. Ah non, mon père il m'a battu. Hein. Ah mon père, dès qu'il pouvait m'en mettre une. Et une fois il rentrait, Djal, t'as fait une bêtise? Non, c'est dommage. Je te jure, des fois il rentrait et puis bah, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est préventif. Ah bon. Mon père m'a éduqué à la dure. Je dis mais tu peux pas m'éduquer comme ça qu'avec des coups. Il me dit si, l'éducation ça passe mieux par les mains. Et pour ça il y a deux grandes écoles. Il y a la East Coast et la West Coast. Et si ça suffit pas, il reste 50 cents. Quand j'ai dit à une copine que mon père me frappait à la ceinture, elle me dit waouh, génial, la ceinture, il y a quelque chose de sensuel. Sensuel? Et s'imaginez quoi? Mon père en djellaba en cuir, avec des bottes en cuir, en train de me foutre dans le salon. Il va pas, arrête, vraiment. Alors on sent ton côté homme de cœur, le social est important pour toi. Au démarrage de ta vie professionnelle, tu travailles dans un centre d'aide pour les malades atteints de myopathie. Ouais. Pour toi, c'était important aussi de leur apporter l'humour et de dédramatiser la maladie au quotidien pour eux. Oui, en fait c'est un peu ce que m'ont appris mes parents, quoi. Et c'est vrai qu'on était famille d'accueil, quand les gens vivaient chez nous,
On ne disait pas, c'est des patients, on disait non, ils font partie de notre famille, quoi. À partir du moment où ils rentraient chez nous, ils dormaient chez nous, ils mangeaient avec nous, ils font partie de la famille. Donc on se comportait comme ça. Bon, même s'il fallait faire une distinction parce qu'ils avaient des pathologies, Oui. et voilà, et donc je me suis comporté comme je me suis comporté avec les gens qui vivaient chez moi. Donc pour moi, je ne faisais pas de distinction. Ils pouvaient être sur un fauteuil, pas de fauteuil. Je m'en foutais complètement, je leur parlais normalement. Et je crois que c'est ça qui m'a fait tout de suite aimer ce métier-là et qui m'ont aimé, quoi. De ma carrière, elle débute là parce que je travaille dans ce centre. Il y a Lassana, il y en avait d'autres, il y avait Olivier, il y avait Franck, Guillaume, qui malheureusement sont tous partis. Mais Lassana m'a marqué parce que c'était quelqu'un de très taiseux, il parlait peu, Lassana. Et ça m'énervait parce que moi, avec les autres, je rigolais, je bloquais leur fauteuil et puis ils ne pouvaient pas avancer. On rigolait, voilà, je m'amusais beaucoup. Et puis lui, il ne parlait pas, il était toujours dans son coin, toujours taiseux. Et puis il m'a fallu du temps pour le décoincer, pour qu'on devienne un peu amis. Et puis lui, après, voulait sortir, voulait être avec nous. Il demandait que je sois après dans son appart parce qu'il avait des petits appartements, que je reste avec lui. Puis on regardait la télé, on faisait le monde. Et puis il commençait à s'ouvrir et je trouvais ça beau, quoi. Et puis il avait une vision du monde qui te touchait. Ouais, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il avait un recul incroyable quand il regardait la télé, quand il regardait les événements. Il dit, je comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Je comprends pas, et la vie, elle est belle. Alors que lui, il était sur un fauteuil. Il avait une maladie qui était compliquée. Et il était toujours positif, quoi. Et il se plaignait jamais. J'ai jamais entendu se plaindre. Et c'est fou parce que c'est là où on voyait sa force. Nous, on joue beaucoup sur le physique, on joue beaucoup sur, je sais pas, on va s'apprêter pour avoir attiré l'attention, alors que lui, pas du tout. C'est uniquement par son mental, par sa vision, par ses paroles. Il allait à l'essentiel et il me marquait beaucoup. Et donc, moi aussi, j'ai commencé à m'ouvrir à lui et commencé à lui parler de mes rêves. Et lui, il me disait, il faut y aller. Et moi, j'y crois en toi. Et quand il me disait, je crois en toi, c'était incroyable. Il le croyait vraiment sincèrement, quoi. Et puis, il trichait pas. Lui, quand il disait oui, c'était oui. Quand il disait non, il n'y avait pas d'entre-deux, quoi. Et quand je commence à lui parler de mes rêves, il me dit, fais-le parce que je crois en toi et je suis sûr que tu vas réussir. Et ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et je me suis dit, waouh, ce mec-là me parle comme ça. Et puis un jour, on regardait Cannes, et je me rappelle les paillettes, la fête et tout. Puis je lui dis, tu sais quoi, un jour je te ramène avec moi, je vais être connu, et on fera les soirées à Cannes. Il me dit, je suis sûr qu'on le fera et tout. Il me dit juste, dépêche-toi. Et ce dépêche-toi, ça m'a anéanti. Mais vraiment, je crois que c'est une bombe, je dis à chaque fois, c'est une bombe atomique qui a explosé en moi, quoi. J'arrive plus, je tremblais. Et je me revois monter chez Olivier, qui vivait au deuxième étage. Et j'ai dit ça à Lassana, et puis Lassana m'a dit dépêche-toi. Je le vois encore jouer à sa console, quoi. Il pose la console, et puis il me regarde, et ce regard, il va me dire mais t'as pas compris que on va tous partir un jour ou l'autre, quoi. Et ça, ce sablier l'avait déjà. Et ça m'a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Et puis quand il est parti, j'ai décidé de tenir ma parole et je suis monté sur scène. Et comme quoi, le destin, moi qui suis très croyant, je crois toujours aux signes. Mon père me dit toujours, il y a des signes, il y a ceux qui les voient, il y a ceux qui ne veulent pas les voir. Donc, en tout cas, il était sur ton passage, pas pour rien, et toi sur le sien. Exactement. Est-ce que tu trouves que l'amour a changé... l'humour, pardon. On parle d'amour, c'est pour ça. C'est de l'amour. Est-ce que tu trouves que l'humour a changé par rapport à tes débuts? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Bah ouais, c'est ce que je disais. Alors peut-être c'est moi qui ne veux pas évoluer, ou peut-être qu'il vieillit, ou je sais pas. Oui, ça a changé parce que il y a des sujets qu'on ne peut plus traiter. Tu fais attention, toi, au sketch? J'essaye et je ne prête pas attention. Je me dis que sur scène, voilà, les gens sont venus me voir. T'es libre. Ils savent qui je suis libre. Des fois, on a la limite, et c'est ça aussi, c'est ça les humoristes. Hein. C'est de pousser les limites, de voir jusqu'à où on peut pas, je cherche pas à dire choquer les gens, mais à essayer de les faire rire, ou à leur faire prendre conscience qu'on peut rire de tout. Et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. On le sait, on le voit, le moindre écart, on se retrouve sur les réseaux sociaux, même au journal, télévisé des fois. On fait vite le buzz. Ouais, le buzz, le bad buzz. Le mauvais buzz. Ouais, mais ça c'est dommage parce que j'en parlais justement avec Jamel et avec d'autres. Tu te rends compte, la première saison du Jamel Comedy Club, je suis pas sûr qu'elle puisse passer aujourd'hui. C'est possible. Incroyable. C'est juste incroyable de dire ça, quoi. Il y a des vannes, je les revois, je dis c'est
c'est peut-être pas possible de les diffuser ou de les montrer sur le net. Mais c'est presque anxiogène aujourd'hui d'être humoriste, on doit toujours faire quelque part. Moi non, moi j'essaie juste de pas blesser les gens. Des fois on peut être blessant. Tu es toujours dans la bienveillance. Ouais, on essaye, mais c'est notre rôle aussi d'être un peu poil à gratter, et puis parfois la vanne elle est pas bonne, ou je l'ai mal dise. Et moi ce que j'aime c'est quand les gens réagissent, c'est de croire que le public exactement, les gens réagissent, et le public n'est pas, c'est pas un public on a mis des œillères, ils réagissent, si c'est pas bon, ils montrent leur... Ils se manifestent. Ils se manifestent exactement, oui. Et je trouve ça super. Et je dis j'ai été trop loin, et puis donc voilà, et puis on repart sur autre chose. Et voilà, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines, mais on essaie de faire rire, et puis voilà, c'est pour ça que j'aime ce métier-là, cette interaction. Alors on parlait de buzz, toi justement ta carrière a explosé avec le sketch de la prise d'otage par un Portugais. Ouais. Tu deviens pour le monde entier le gars qui fait l'Houloucoptère. Ouais, c'est incroyable. Ça c'était incroyable. Alors, en fait au début les gens, tu penses qu'ils croyaient que c'était le nouvel humoriste portugais? Ouais c'est ça, je suis passé par plein de trucs et tout. Non mais c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est juste magique. Moi je suis content, j'ai fait mon hit comme on dit, et puis je l'ai créé au Comedy Club, ça. Et puis il faut savoir que quand j'avais écrit, quand Jamel me demande de revenir au Comedy Club, j'y reviens, mais il faut que je revienne fort. Et c'était un voisin qui le mimétisme, oui. Les accents, j'ai toujours fait. J'imitais mes voisins, les parents de mes potes, et je les imitais, je les appelais au loin, ils pensaient que c'était leur père, ils couraient et tout. Donc moi je ne pensais pas que ça allait autant buzzer. Mais j'ai toujours dit, c'est pas l'accent. L'accent fait rire, mais c'est la situation qui prime. Moi je pars toujours d'une situation. Lui il fait un braquage, il se fait pas comprendre. Donc le public, lui il est témoin et complice parce qu'il comprend ce qu'il dit, mais l'autre ne comprend pas. Drôle. Et donc voilà, et je dis toujours quand les mecs ils disent ouais c'est l'accent, je dis non mais l'accent c'est qu'un accessoire. J'aurais pu le faire dans un autre accent, ça aurait fonctionné. Ouais. Ça aurait fonctionné. C'est juste que le public il est témoin d'un truc, d'un imbroglio où le mec se comprend pas, ils se comprennent. Et donc moi je pars toujours de ça, je dis à chaque fois, c'est la situation qui prime. C'est une situation, moi je fais du sketch et je fais du stand-up, je fais du sketch-up, hein, je réunis les deux. Et moi j'adore les personnages, les situations. Comment tu t'appelles? Mais fais pas de bon, hein? Pas de bon. Répète. Pas de bon. Ah, enchanté, la chanson enchanté, pâté faux. Moi c'est Yassir. Pâté faux. Tidou. Bébé, tidou. Bébé, où c'est que t'habites? Ah, moi, je suis de Saint-Denis. J'habite à Montreuil. Dia, lui, il est de Argenteuil. Attention, moi, je suis né au Maroc. Ouais, je suis de Fès. Mais non, t'es Edouard Zazette. Va faire voir Zazette. Tu maîtrises combien d'accents? Tu les as déjà comptés? Non, je sais pas. Quand je cherche, quand j'ai voulu imiter des potes gitans, à chaque fois je cherchais la situation. Tu vois, les imiter pour les imiter, c'est la situation qui me fait rire, quoi. Qu'on ne le comprenne pas et que voilà. Et maintenant, c'est la communauté gitane qui vient me voir en nombre au spectacle. Donc voilà, j'ai l'impression que j'arrive à les toucher, les gens. Ils me disent jamais, ouais, tu te moques de nous, ce genre de choses. Non, ça les fait rire en général. Ouais, comme tu dis, c'est la situation aussi qui fait rire. C'est la situation, voilà. Est-ce qu'il y a un accent qui était plus dur pour toi à travailler, que tu avais envie, justement, tu imagines une situation, comme tu dis Ouais, en ce moment, il y a un sketch, c'est pas une situation qui fait beaucoup rire les gens. Et je raconte une histoire de mes parents en Espagne. Et je vais reprendre un accent espagnol, enfin vite fait. Tu peux nous faire une petite démo? Comprends pas, il est dur, c'est très dur. Non, il est dur, c'est dur. Non, j'ai du mal, justement. Je travaille justement avec un pote, justement, pour qu'il puisse m'aider. C'est vraiment dur. Non, c'est dur. Non, mais je suis arrivé parce qu'il y a une situation qui est tellement hilarante. Ouais. Mais je me suis dit, attends, il faut que je rajoute un peu plus d'espagnol, un peu plus de machin. Et donc voilà, on essaie toujours de se challenger. Je cherche pas absolument un accent en soi. Je dis, bon, quand je joue la situation, j'aime bien jouer tous les personnages.
Donc voilà, ça demande beaucoup plus de travail. Celui que tu préfères, ça reste le portugais? L'accent que tu aimes faire particulièrement? Les gens diront oui, pour le public je pense, oui. Pour moi, c'est pas un accent, c'est l'imitation de mon père. Parce que quand j'imite mon père, je l'incarne un peu. Donc quelque part je le vois, je le ressens, il y a mon cœur qui... Donc j'ai une vibration qui est plus importante puisque mon père malheureusement n'est plus de ce monde-là. Et donc j'ai vraiment à ce moment-là, je me dis ah ouais il est en moi, il est dans le public quoi. Et donc ça me Ça te fait du bien aussi. Ouais, ça me fait beaucoup de bien. Donc c'est ça, c'est plus cet accent-là, l'accent de mon papa quand je le joue qui me touche le plus. Alors ton spectacle En pleine conscience, pourquoi En pleine conscience? Il y a une raison, ce titre? C'est une amie à moi qui s'appelle Sandrine qui j'avais eu au téléphone et moi je suis pas bien à ce moment-là. Je sais pas, peut-être je pensais à mon père et tout, je suis dans une mauvaise phase quoi. Et puis je suis un peu down, je vais pour prendre l'avion et elle me laisse un message et elle me dit Jad, j'espère que tu vas bien, ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu, ce genre de choses. Et puis je sais pas pourquoi ces mots m'ont touché, elle m'a dit profite de la vie en pleine conscience. Mais le message était tellement fort, tellement incarné par ce qu'elle disait, que ça m'a touché par ces mots et elle m'a dit profite de la vie en pleine conscience. Et moi je prenais l'avion à ce moment-là et ça m'a remis d'aplomb. J'étais d'un coup j'avais repris de l'énergie, ça m'a reboosté et moi je me dis ouais je vais mal, je vais très mal à ce moment-là. Enfin, voilà, je suis pas bien. Gros coup de cafard, oui. Ouais, un coup de cafard et tout. Puis ça m'a reboost. Et puis je lui dis, tu sais quoi, ton message m'a fait du bien et machin. Et je suis content que ça t'ait fait du bien et tout. J'espère qu'on va se revoir. Je suis ok, très bien. Et puis je l'ai pas au téléphone pendant un long moment. Et puis je l'ai, je crois, 7 mois, 6 mois après, elle me relaisse ce message. Et je lui dis, tu sais, Sandrine, ce message-là m'a reboosté. Tu sais qu'en pleine conscience, je vais l'appeler, c'est mon spectacle que je vais appeler En pleine conscience et tout. Et voilà, parce que ce message m'a touché. Parce que je prends pleinement conscience que la vie est courte, qu'il faut profiter de la vie. Et elle me dit, je suis content parce que moi, à ce moment-là, j'allais pas bien. Je dis, waouh, t'allais pas bien? Ouais, à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, j'étais très malade. Je savais pas quelle allait être la suite. Et je dis, waouh, la vie, elle est incroyable. Moi qui pensais un coup de cafard, et en fait, c'est elle qui me laisse un dernier message. C'est dingue. Ouais. Et donc, en pleine conscience, je lui ai dit, bah, tu vois, comme quoi, des fois, il y a des mots, il y a des messages qui te touchent et qui disent, voilà, il faut savoir profiter de la vie parce que malheureusement, elle est courte, elle n'est pas éternelle. Et voilà, il faut savoir profiter en pleine conscience. Bah moi, c'est ça que j'aime chez toi parce que voilà, en préparant cette interview, on ressent, et d'ailleurs je le ressens là en ce moment en interview, l'aspect humain qu'on retrouve chez toi, ta sensibilité, que finalement on retrouve très peu. Parfois, tous les humoristes n'ont pas ça. La tendresse avec laquelle tu parles de tes parents, moi, ça me touche. Ton papa était un pilier de la famille. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai lu qu'il a vécu presque un succès artistique par procuration avec toi parce qu'il devait être dessinateur, c'est ça? C'est ça, c'est juste une histoire incroyable. J'avais des journalistes qui voulaient absolument me filmer dans mon quotidien et moi je refusais. Parce que je me suis toujours dit, si je fais ce métier-là, je me coupe de tout ce qui est... Je voulais vraiment être uniquement artiste, je voulais pas le reste. Et Jamel me disait souvent, mais vas-y, mets le pied, rentre la tête, montre-toi. Je dis non, je m'en fous complètement de ça. Je m'en fous complètement, même s'il avait un peu raison, parce que si on veut continuer à exister, il faut continuer à être vu. Enfin voilà, c'est la partie sur laquelle il fallait que j'évolue sur l'aspect médiatique. Et moi, je voulais pas. Et puis bon, le type insiste et je lui dis ok, très bien. Comme je débutais et que je voulais absolument l'approbation de mon père, je l'avais, mais je me disais, comme mon père était assez volubile, il parlait, je dis, s'il te plaît, la première chose, c'est que tu interviewes mon père. Pour sa première interview, je me fais un kiff, interview-le. Et puis mon père, il avait mis son costume qu'il n'avait pas mis depuis le mariage, un vieux costume des années 70, c'est fier comme tout. Et mon père se met à parler, et puis il parle dans tous les sens et tout. Et puis il dit, bah moi aussi j'étais un artiste, hein, et je vois ma mère qui pose le thé, on pose tous, on se regarde. Et oui, voilà, j'ai fait une école de dessin, j'ai fait un concours, j'avais été accepté, j'étais fier comme tout, il a fait un rabat. Non, on ne savait pas, je regarde ma mère, je savais, je dis non. Et donc il avait caché ça en lui, on l'avait toujours vu dessiner, mais j'ai jamais su, je voyais qu'il avait du talent. Mais pas plus que ça, puisqu'il gribouillait.
Et il va voir son père et puis il lui dit regarde, j'ai été pris, j'ai une bourse pour aller à Paris pour suivre ses études. Et son père il prend là je crois le papier où il déchire ou voilà et puis il lui dit tu prends la calèche. Et c'est ce qu'il avait. Il dit tu vas récupérer des fruits à la ville qui a été à 20 km et ses rêves sont arrêtés là quoi. Ouais. Et donc je voyais mon père partir avec la calèche, avec chercher des fruits et légumes. Et donc lui jeune il n'avait pas eu cette chance. Donc moi j'ai eu ce bonheur incroyable. Moi je le dis sur scène, je dis je ne vais pas me vanter, mais moi j'ai réussi ma vie, je le dis aux gens. Je dis j'ai réussi ma vie et je veux dire, si je dis ça, c'est parce que j'ai rendu fier mon père. Et c'est la plus belle des récompenses que j'ai eues dans ma vie. C'est la plus belle, je le sais, parce que je l'ai ramené après avec moi en tournée au Liban, au Maghreb. Pour lui. Il a été avec moi en Jordanie pour des missions humanitaires. Et j'aurais voulu qu'il soit encore là. Il était là au Casino de Paris, il y avait Teddy Riner. Et donc c'était formidable pour lui. Donc je le voyais avec ses grands yeux. Mon père, il marchait pas, il volait quand il était là. Et jamais il aurait pu imaginer que j'ai un destin comme ça, quoi. Et ça c'est la plus belle des choses. C'est pour ça que je dis aux gens, rendez fiers vos parents, rendez fiers vos proches, parce que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir dans la vie, je crois. Parce qu'on cherche toujours la fierté ou l'approbation de ses proches. Et quand on l'a, waouh, c'est magique. Et leur dire qu'on les aime. D'ailleurs, c'est ce que c'est une marque d'amour, en fait. Alors, si on va voir En pleine conscience, on doit s'attendre à quoi? Nouveau personnage? Ouais, nouveau personnage, ça va 100 à l'heure. Ouais. Ça rigole du début jusqu'à la fin. Il y a toujours cette touche d'émotion. Je parle toujours de mes parents parce que je crois que c'est un sujet que, même si on me dit oui, c'est toujours des redites et tout, je m'en fous. C'est en toi, ça. Oui, c'est moi. Parce que moi, j'ai besoin de perpétuer mon père, j'ai besoin de le rendre vivant, j'ai besoin qu'il soit là. Donc, je trouve à moi de trouver des situations marrantes. C'est tout. Le seul truc, mon seul challenge, ok, j'ai obligé de trouver des situations marrantes. Et voilà, je parle toujours de cet aspect de cette relation entre mon père et ma mère, de la maladie qui est toujours importante et tout. Et voilà, ce rapport à l'héritage qu'il me laisse. L'héritage qu'il me laisse, j'essaie de le transmettre sur scène. Je trouve que je suis un peu plus... je fais un peu plus loin, peut-être dans mon humour. Je me mets un peu moins de barrières parce que je me dis que mon père n'est plus là. Donc avant, j'avais un peu de pudeur. Et puis maintenant, je me laisse peut-être un peu aller. Des fois, je me dis, bon, faut faire attention à ce genre de choses. Mais c'est toujours un spectacle humain, c'est toujours un spectacle familial. Moi, j'aime quand il y a des enfants et des familles qui viennent de loin, viennent me voir en famille. Ça, je trouve ça formidable. Quand les enfants rigolent à certaines vannes et que les parents ne rigolent pas. C'est pour tout public. Voilà, c'est intergénérationnel. Et voilà, c'est un spectacle universel. J'essaie de toucher le maximum de gens. Après, le maître mot, c'est d'être marrant. Et les gens viennent rire parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont envie de rire et de décompresser. Moi, pendant 1h30, même parfois 2 heures, quand je me lâche, et voilà, ils viennent rire, ils viennent passer un bon moment. Et puis, c'est un moment de communion. Et voilà, et toi, ça te rend heureux? Moi, je dis c'est le vivre ensemble, le rire ensemble, égalité, liberté, égalité, fraternité. Et voilà, c'est un peu les valeurs de la France que j'aime. Et voilà, c'est la fraternité, c'est ça, c'est la fraternité pendant tout le spectacle. Si j'avais été portugais, je serais quand même resté musulman. Voilà, pour des problèmes de sécurité. Voilà, un musulman portugais en fait. Je sais, ça fait peur. T'imagines toi, un musulman portugais? Salam alaikum José, ça va? Alaikum salam, mashallah. Ça y est, je l'ai fait, je suis musulman, je l'ai fait. Le circoncision, je l'ai fait moi-même. J'ai pris une trouelle, flac, allez hop, on y va. Pas de problème là. Non, je mange plus de cochon, terminé le cochon. Maintenant, je mange que de tougine. Mais attention, de tougine au bacalhau, faut pas déconner comme on va parler. Oui, bien sûr, je fais le prière. Non, pas en direction de la Mecque, en direction de Castorama. C'est normal, c'est normal. Merci beaucoup. Je fais quoi? Tu fais ta prière? Non. Je regarde le carrelage, j'avais pas bien fait. C'est ma vanne préférée. Bon, est-ce qu'un jour, t'en auras marre de ta casquette? J'ai pensé, en fait, je dis souvent, si à l'époque la Turquie existait et qu'ils faisaient des cheveux, je crois que je serais déjà en Turquie depuis bien longtemps. Donc j'ai trouvé les cheveux les moins chers du monde. C'est à la fois ridicule, je le conçois, c'est le truc le plus ridicule. J'en ris, même quand on me vanne, ça me fait rire. Non, c'est pas ridicule, c'est ta marque de fabrique. Ouais, c'est mon identité, voilà. Mais combien de temps je vais la garder, ça je sais pas. Tu dors pas avec? Non, je dors pas avec, malheureusement, mais maintenant c'est devenu
devenu une habitude. Alors je crois que je dois avoir des tics ou des tocs. Des fois je me dis, il faut peut-être que je me fasse soigner. Et puis je peux pas dire de gros mots, mais à un moment il y a un truc dans ma tête qui je m'en bats les... Oui. je m'en cogne. Mais vraiment, je suis arrivé à un niveau où je dis, bon, j'ai qu'une vie. Et bien, t'as bien raison. Si je veux vivre comme ça, ben, je le fais. Et puis le jour où j'en aurai marre, je la retirerai, puis je sais pas. Mais j'y ai pensé pendant le spectacle, peut-être je vais faire un truc et machin. Et puis j'avais envie de revenir comme une tornade sur scène. Vraiment, mon état d'esprit a changé. Je dis non, reviens comme une tornade. Fais rire, je pense que là, maintenant, les gens ils veulent encore plus rire, encore plus d'énergie. Et c'est ça, moi, j'aime les prendre du début jusqu'à la fin. Et c'est un tour de grand 8. Et voilà, et après, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Ouais. Eh ben, je te le souhaite et merci. Merci Djal. infiniment pour ce moment. Merci Djal pour ce bon moment, ces belles merci. paroles. Merci à Café Scène, qui est là.